Il est un peu superflu de présenter un vice-président de la LS, et de plus, comme le temps est compté, je serai bref. Gérard Bonhomme est né dans les Ardennes il y a un peu plus de 79 ans. Après une formation d'ingénieur généraliste, c'est vers la recherche qu'il a choisi de se diriger. Son premier doctorat portait sur la physique des plasmas. En 89, il devenait docteur en sciences physiques. Il a effectué toute sa carrière professionnelle à l'Université de Lorraine. Actuellement, il est professeur émérite à l'Institut Jean Lamour. Ses activités de recherche ont été orientées vers la fusion nucléaire, où il s'est intéressé à l'instabilité et la modélisation des turbulences du plasma dans les tokamaks, un problème central pour progresser vers la fusion. Pour cela, il a tissé de nombreuses collaborations nationales et internationales, en particulier européennes. Parmi elles, celle avec l'Institut de recherche sur la fusion magnétique de Cadarache, où est installé le tokamak Thor Supra, a été centrale. Il a été professeur invité pendant une année en 2002 à l'université de Greifswald, en collaboration avec le Max Planck Institut für Plasma Physique. Sa connaissance de l'Allemagne et des langues de Goethe explique pourquoi Gérard Bonhomme suit avec attention l'évolution des idées sur le plan énergétique outre-Rhin. Il a contribué à la création et à la gestion de structures, de projets de recherche, de formation au niveau national et international dans le domaine de la fusion magnétique en lien avec le projet ITER. Mais Gérard Bonhomme a bien compris que la fusion nécessitait encore un long chemin et qu'en attendant la fission nucléaire, dont la génération actuelle, mais surtout les réacteurs de 4e génération, pouvaient rendre de grands services. Il a publié plus de 80 articles dans des revues à comité de lecture et il est très reconnu par ses pairs. Je retiendrai qu'il préside depuis 2016 la section énergie-environnement de la Société française de physique et qu'il est membre depuis 2014 du groupe énergie de la Société européenne de physique. Dans toutes ses activités, Gérard Bonhomme s'investit fortement. Il diffuse ses réflexions sur les problèmes énergétiques, soit par des articles, en parrainant en particulier dans The Conversation, mais aussi par de nombreuses conférences dont certaines sont publiées. Gérard veut nous parler des réacteurs à neutrons rapides qui permettent l'utilisation de tout l'uranium et même du thorium. Ces réacteurs ont fait l'objet d'études et de réalisations industrielles remarquables en France avant que leur développement ne soit stoppé pour des raisons politiques. Nous étions en avance sur ce sujet, mais maintenant ce n'est plus le cas. Gérard Bonhomme va nous expliquer tout cela. Merci Bernard. J'espère, bonsoir à tous, j'espère que vous avez encore un peu de patience et d'énergie pour vous intéresser à ce que je vais essayer de vous expliquer. Alors, parce que c'est quand même, la fusion, ça fait rêver, évidemment. Moi, ça m'a fait rêver depuis le début de ma carrière. Mais maintenant, je suis aperçu que il y avait peut-être à regarder des échéances plus immédiates et des choses qui sont beaucoup plus proches de la maturité pour résoudre les grands problèmes d'approvisionnement énergétique auxquels nous devons faire face. Alors très rapidement, je voulais juste vous montrer. Voilà, ça c'est la répartition au niveau mondial ça c'est la population, c'est les différents blocs. Les rectangles correspondent à des blocs de population sur la planète. Et on voit ici la consommation d'énergie par tête d'habitant. Donc on voit évidemment ces énormes disparités entre les pays. On voit la Chine qui est devenue assez grosse maintenant. Mais évidemment, on constate tout de suite qu'il y a plus de la moitié de la population mondiale qui doit se contenter
du tiers à peu près de la consommation moyenne par tête d'habitant. Donc évidemment, la pression démographique, qui là on était encore pas à 8 milliards, pardon. Maintenant on tend vers, on est à plus de 8 milliards, pardon. Et donc il faut pas attendre une baisse de la demande en énergie au niveau mondial. Et je ne vais pas insister, mais l'énergie, c'est absolument indispensable pour faire fonctionner nos sociétés. C'est l'équivalent de la nourriture pour chaque être vivant. Et donc ça, c'est cet indice de développement humain que j'ai pas le temps de développer, démontre parfaitement que c'est l'énergie pour les sociétés, c'est comme la nourriture. Si vous n'en avez pas assez, ça se passe pas bien du tout. Vous n'avez aucun espoir de survie et de reproduction, de continuation de l'espèce. Et si vous en consommez trop, eh bien, c'est pas bon non plus. Donc, il y a une fourchette, et cette fourchette, si on regarde ce qui se passe, elle ne peut que conduire si on la respecte, à une augmentation de la consommation au niveau mondial. Si on regarde l'évolution en Europe de notre consommation d'énergie, eh bien, on voit que c'est pratiquement parfaitement stable, et donc la question se pose, et il faut se la poser, est-ce qu'on peut réellement compter sur une diminution, une réduction, comme le prévoient les scénarios actuels, une réduction de la consommation énergétique pour pouvoir satisfaire les besoins. Oui, non, bon, merci. Et, donc, allons vite. Donc, quels sont les leviers pour... parce qu'évidemment, toute notre consommation actuelle, à plus de 80% au niveau mondial, repose sur des combustibles fossiles. Donc, les combustibles fossiles, c'est très mauvais, puisque ça, à cause des émissions de gaz à effet de serre, je passe les détails. Et donc, il faut, tout le monde, dans tous les pays, depuis la COP 21, on prévoit d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Alors, si vous regardez la progression des émissions de gaz à effet de serre depuis les années 80, je sais plus quelle année, je vois, ah ben si, ça c'est plus clair, 1950 au niveau mondial, vous voyez que ça grimpe sans discontinuer, et donc voilà ce que prévoient les scénarios de rupture. Alors est-ce que c'est réaliste? Ça c'est un point que je vais pas discuter ici, mais moi je vais vous discuter simplement la question de quels sont les besoins en énergie et comment peut-on les satisfaire, sachant qu'il n'y a aucune chance que ça diminue. Alors, donc évidemment, on table sur de l'électrification massive, et donc cette électricité décarbonée, bien, comment la produire? Donc vous avez que deux types de sources décarbonées qui sont les renouvelables électrogènes, donc les panneaux solaires photovoltaïques et les éoliennes, ou bien le nucléaire. Et l'hydraulique, évidemment, est limitée dans son développement. Et alors donc, est-ce qu'on peut tabler là-dessus sans faire appel au nucléaire? Donc, je vais vous montrer absolument que non. Et il faut surtout pas oublier un point très important pour la suite de ce que je vais raconter, c'est qu'on n'a pas seulement besoin d'électricité, parce que tous les usages de l'énergie ne sont pas électrifiables. On a besoin, pour une bonne moitié de nos usages, de chaleur. Des besoins en chaleur pour le chauffage, évidemment, chacun sait ce qu'il en est pour son logement, mais aussi pour les procédés industriels, etc. Et donc, comment obtenir les moyens décarbonés à la bonne hauteur en chaleur? Voilà. Alors, donc, juste un petit raccourci pour montrer quels sont nos besoins en Europe, par exemple. Si je ramène l'énergie, ça vient pas de nulle part, on la tire de l'environnement, du sol ou du ciel, mais ça revient au même. Et donc en utilisant des surfaces. Notre consommation d'énergie actuelle en Europe, c'est 50 MWh par hectare. Et c'est à peu près, si on regarde ce qu'on peut obtenir à partir de la biomasse et à partir des renouvelables,
c'est à peu près 10 mégawattheures par hectare. Donc ça veut dire qu'il y a un facteur 5, et je demande de faire confiance à ces calculs que j'ai encore repris hier pour c'est un débat assez vif avec un collègue. Mais donc il faut diviser par un facteur 5 si on voulait se contenter si on voulait être autonome en énergie en Europe, en se contentant uniquement de la biomasse et du solaire photovoltaïque et de l'éolien. Alors que les scénarios officiels tablent sur une division par 2. Donc, évidemment, sans importation massive, comme c'est le cas actuellement d'ailleurs, à plus de 65% pour la France, en gaz, en pétrole, etc., eh bien, sans importation massive, eh bien, on ne tablait que sur le développement du nucléaire. Alors, c'est là maintenant où on rentre dans le vif du sujet. Alors, si le nucléaire, c'est vraiment incontournable, alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'objectif sur les risques, de la soutenabilité qui est un aspect absolument essentiel, mais aussi, c'est aussi vrai, cette condition de soutenabilité pour les renouvelables, j'ai pas le temps d'en parler ici, évidemment. Soutenabilité, ça veut dire que que la ressource sera disponible pour les générations futures, qu'on va pas consommer toute la ressource sur notre génération et que les autres après nous le délugent. Et puis d'autre part que les impacts sur l'environnement seront également supportables, minimales. Et d'autre part que il y a la sûreté, il n'y a pas de risque insoutenable. Voilà. Alors donc la question c'est est-ce qu'il existe alors pourquoi le nucléaire actuel ne serait pas soutenable, ne serait pas durable, et quelles sont les pistes pour vraiment s'assurer un nucléaire soutenable, et est-ce qu'elles existent? Alors évidemment, je peux répondre tout de suite par l'affirmative, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Alors, pourquoi est-ce que le nucléaire actuel n'est pas soutenable? Alors évidemment, si vous posez la question dans la rue, les gens vont dire « Ah oui, les déchets, c'est insupportable, etc., les risques d'accident, etc. » En fait, non, c'est pas le risque le plus important. Ce qui est le plus important, c'est la disponibilité du combustible. Tout simplement parce que dans les réacteurs actuels, comme je vais peut-être rapidement l'expliquer après, on n'utilise comme véritable combustible que un isotope de l'uranium, qui est l'uranium 235, et qui ne compte que pour 0,7% dans l'uranium naturel. Donc ça veut dire que on ne consomme qu'une toute petite partie de l'énergie à laquelle on pourrait peut-être accéder, c'est ce que je vais montrer. Et les réserves actuelles d'uranium sont telles que, eh bien, rien qu'avec le parc de réacteurs actuels, on ne pourrait pas continuer pendant plus d'une centaine d'années. Donc le caractère non durable du nucléaire actuel, il est déjà dans ces réserves en combustible, en uranium, qui font que on n'aura pas assez d'uranium. Alors, donc, c'est la première chose. La deuxième chose, évidemment, à laquelle il faut s'intéresser, c'est les problèmes de sûreté et de déchets. Alors, les déchets, je ne sais pas si j'ai beaucoup de temps. Attendez, je ne sais pas si je suis mes diapos parce que ça risque d'être. Je voudrais pas être long. Et si je me contente d'expliquer avec les mains, je vais quand même suivre un peu mon plan initial. Alors, pour expliquer que, eh bien, non, pardon, c'est pas sur mon écran qu'il faut que je flique, pour le laser. C'est que, évidemment, il y a la véritable piste, c'est ce qui est dans le titre de mon exposé d'ailleurs, c'est des réacteurs, certains types de réacteurs de 4e génération, et en particulier à neutrons rapides. Alors, et donc je vais essayer de vous montrer quelles sont les différentes possibilités et pourquoi. C'est exactement ce qu'il faut développer. Je dis pas qu'il faut pas financer les recherches sur la fusion. Ça serait terrible pour moi de dire ça. Mais il faut surtout pas
c'est la tendance malheureusement un peu actuelle, générale dans nos sociétés, c'est que, je critique quand même nos amis allemands, qui refusent complètement la fission, les réacteurs à fission, et en disant ah oui, la fusion c'est très bien, il faut absolument mettre tous les moyens dans la fusion parce que on y est presque et qu'on a de l'avant, on se met ça. Non, il faut pas lâcher la proie pour l'ombre, même si la fusion n'est pas une ombre, c'est quelque chose qui va arriver, c'est sûr, mais pas tout de suite. Et il y avait une véritable urgence. Donc, quelles sont les pistes qui sont, et en plus avec des temporalités différentes. Je vais essayer de résumer ça assez rapidement. Alors bon, tout ça je viens de raconter en gros, donc c'est pas la peine d'y revenir. Vous avez peut-être entendu parler de cette notion de fermeture du cycle, etc. Bon, c'est un peu compliqué, mais on en parle. Mais alors, en fait, il y a un point quand même fondamental que je voudrais souligner en évoquant un peu le problème des déchets, c'est que les réacteurs actuels génèrent plus de déchets que n'en généreraient ceux dont je vais vous parler. Voilà. Mais donc, je vais essayer de ne pas être trop technique et de vous faire passer un certain nombre d'idées essentielles. Alors, bon. Alors, le point essentiel, c'est que, comme l'a expliqué Frédéric d'ailleurs tout à l'heure, en présentant la fusion et la fission, les réactions, un réacteur à fission, ça ne fonctionne que parce qu'il y a possibilité de développer une réaction en chaîne. Donc, cette réaction en chaîne, bien, un noyau se casse en deux, il libère des neutrons, et ces neutrons vont pouvoir casser d'autres noyaux, et c'est ça qui produit cette réaction en chaîne, qu'il s'agit à la fois de favoriser et de contrôler. Sinon, vous faites une bombe. Et c'est évidemment pas ce qu'on souhaite. Alors, donc, dans les réacteurs à neutrons lents ou ralentis, neutrons thermiques, eh bien, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a un ingrédient essentiel dans la constitution du réacteur qui est d'utiliser ce qu'on appelle un modérateur. Alors, ça c'est un mot un peu malheureux parce que beaucoup de gens ne comprennent absolument pas, ils font un contresens absolu. Ils disent ah mais oui, les réacteurs actuels à neutrons thermiques, c'est formidable parce que on a un modérateur et donc c'est ce qui permet de ralentir la réaction et d'éviter que ça se transforme en bombe. Si on veut développer les réacteurs à neutrons rapides dont je vais vous parler, alors là c'est terrible parce qu'il n'y a plus de modérateur. Et donc, c'est la catastrophe. J'ai lu des trucs là-dessus, mais c'est incroyable. On devrait faire des procès aux gens qui racontent des âneries pareilles, et peut-être même ils y croient. Mais donc, le point, c'est que ça, c'est absolument essentiel, c'est qu'il y a une différence de fonctionnement. C'est pourquoi on utilise un modérateur, pourquoi est-ce qu'on utilise des neutrons thermiques? Eh bien, c'est parce que, évidemment, les réactions de fission, sont beaucoup plus faciles. Le démarrage de la réaction en chaîne est beaucoup plus facile. Et d'ailleurs, le modérateur le meilleur, c'est l'eau lourde. Et c'est pour ça que dans les réacteurs de la filière à eau lourde, qui étaient développés au Canada et en Inde aussi, eh bien, ces filières peuvent démarrer des réactions en chaîne sans enrichissement de l'uranium. C'est d'ailleurs sans augmenter la proportion d'uranium-235. Et c'est ça qui permet de générer en plus du tritium utile pour les études sur la fusion. Voilà, bon, petite parenthèse. Alors, donc le gros avantage avec des réacteurs à neutrons rapides, dont je vais vous expliquer rapidement après quelles sont les différentes pistes, eh bien, c'est que là, on peut si on n'a pas de modérateur, donc si on utilise, pourquoi neutrons rapides? Parce que les neutrons, alors ça reprend encore ce qui a été dit tout à l'heure par Frédéric, où est cette énergie, ce défaut de masse cette perte de masse, elle s'est transformée évidemment en énergie cinétique de ces petits boulets
qui sont émis, les neutrons, après la réaction de fission. Et donc, cette énergie est considérable, puisque c'est pour la fusion, c'est 14 MeV par neutron. C'est beaucoup moins pour la fission, mais c'est quand même considérable. Et c'est l'énergie, c'est ça qui fait que ces neutrons issus des réactions de fission initiales sont appelés des neutrons rapides. Et donc, ils deviennent thermiques, ils deviennent lents, à condition de mettre un modérateur qui va ralentir leur vitesse et qui va permettre de démarrer la réaction en chaîne. Donc, avec des réacteurs à neutrons rapides, on va ne pas utiliser de modérateur, mais la réaction en chaîne est plus difficile à démarrer. Il y a des contraintes, etc. Je n'ai pas le temps de vous expliquer la géométrie des réacteurs et des problèmes de neutronique. Bon. Alors, en tout cas, il y a un point qui est formidablement intéressant avec ces neutrons rapides, c'est le concept de surgénération. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si vous avez la possibilité à la fois de nourrir votre réaction en chaîne en disposant le combustible avec un cœur qui va être très enrichi en matière fissile, et que les neutrons supplémentaires, s'il y en a suffisamment, eh bien, ces neutrons supplémentaires, ils vont ils vont entrer en réaction avec de la matière non fissile de l'uranium, par exemple 238, l'uranium naturel essentiellement, à l'extérieur, ou du thorium, et cette matière qui initialement n'est que fertile et non pas fissile, va se transformer par transmutation en absorbant ces neutrons. Et par exemple, c'est ce qui se passe avec l'uranium 238 qui va se transformer en plutonium 239 et qui va devenir une matière fissile. C'est-à-dire que vous allez pouvoir fabriquer du nouveau combustible en cours de fonctionnement de ce réacteur, et évidemment il y a différents niveaux, ça dépend du degré de surgénération. Vous pouvez, dans le cas vraiment où ça devient surgénérateur, fabriquer au cours du temps plus de matière fissile, par exemple plus d'uranium, de plutonium 239, que vous n'en avez consommé. Et donc, vous refabriquez votre carburant au fur et à mesure. Et donc, in fine, eh bien, vous allez, évidemment, ça dépend de la réserve de matière fertile que vous avez disponible, mais ça veut dire que à terme, vous pouvez espérer faire consommer 100% de l'énergie disponible dans un stock d'uranium naturel. Donc, au lieu de 0,7% de récupération d'énergie, et qui nous donne pour une centaine d'années d'autonomie, eh bien, vous allez, si vous faites de la surgénération, vous pouvez espérer gagner un facteur 100 là-dessus, donc une centaine d'années, ça va se transformer, en fait, pas tout à fait 100, mais ça va se transformer en une réserve de combustible pour plusieurs milliers d'années. Donc en France, par exemple, on dispose actuellement d'un stock d'environ 300 000 tonnes d'uranium appauvri parce que la partie fissile, l'uranium 235, a été consommée dans les réacteurs actuels. Eh bien, cet uranium appauvri, dont certains voulaient qu'on le considère comme du déchet et qu'on l'enfuisse ou je sais pas quoi, c'est une réserve absolument formidable, puisque ça, à condition de démarrer des filières de réacteurs à neutrons rapides, ça nous permet d'avoir une autonomie énergétique avec simplement le stock dont nous disposons en France, sans aller chercher de l'uranium ailleurs, donc une autonomie pour plusieurs milliers d'années, ce qui est quand même incroyable. Mais évidemment, il ne faut pas arrêter les projets comme on l'a fait pour des raisons strictement politiques. Alors, je vais quand même, si j'ai encore un peu de temps, je vais essayer de montrer quelles sont les pistes, quelles sont les possibilités et quel est le degré de maturité de chacune des pistes.
Alors, je vais être amené à chanter squeezer quelques... Bon, alors, si, je vais dire un mot quand même sur les déchets. Alors, ne regardez pas le diagramme, ça va être trop compliqué. Bon, alors, et simplement, bon, je pourrais le passer, mais je vais expliquer avec les mains. Qu'est-ce qu'on appelle, que sont vraiment les déchets, les déchets véritablement problématiques produits par le nucléaire et ceux, justement, qu'on va enterrer à Bure? Eh bien, ces déchets à longue durée de vie et à haute activité, eh bien, ils sont de deux types essentiellement. Il y a le premier type, eh bien, la fission, vous cassez un noyau en deux. Et donc, le premier type de déchets, c'est ce qu'on appelle les produits de fission. C'est vraiment ces moitiés de gros noyaux d'uranium et qui se séparent en deux. Donc, ça devient du strontium, de tout un tas de trucs qui sont pas forcément sympathiques. Et donc, ils sont très actifs. Mais si vous regardez le temps de retour, c'est montré là-dessus sur ces diagrammes, mais j'ai pas le temps d'expliquer. Donc, si vous regardez le temps de retour de cette partie des déchets, le temps de retour au niveau de la radioactivité naturelle, c'est de l'ordre de 300 ans. D'accord? Alors maintenant, il y a une deuxième partie des déchets qui, elle, est beaucoup plus problématique en termes de durée. C'est ce qu'on appelle les actinides mineurs ou les transuraniens. Alors en fait, c'est très simple à comprendre. C'est que en fait, quand vous avez ce mélange de combustible entre guillemets, vous avez donc deux possibilités. Lorsque dans ce combustible, il y a un neutron qui se balade, eh bien, ou bien il produit une fission, c'est le noyau qui rencontre, ou bien le noyau va simplement se gaver d'un neutron supplémentaire et il va transmuter en un nouveau type d'élément qui sera éventuellement, proche, mais qui sera éventuellement plus instable. Et donc, c'est comme ça qu'on génère justement le plutonium et d'autres substances qui vont faire partie des déchets. Alors, le plutonium, on le retraite, c'est-à-dire on le sépare quand on fait le retraitement à la Hague. En revanche, les autres actinides mineurs, donc ces autres noyaux qui ont gagné des neutrons, eux, on ne les retraite pas pour le moment. Et donc, il y en a un certain nombre. Il y a de l'américium, il y a du curium. Et ils ont des durées de vie qui sont beaucoup plus longues que les 300 années que j'ai évoquées pour le retour au niveau de la radioactivité pour les naturels, pour les produits de fission. Alors, il faut noter une chose qui est très importante, c'est ce que j'ai écrit ici, c'est que le plutonium qu'on retire dans les déchets actuels, eh bien, il fait déjà passer le temps de retour au niveau de la radioactivité du minerai, d'uranium, à 10 000 ans au lieu de 100 000 ans. Et donc vous voyez, c'est déjà un effet considérable. Et si on retirait les autres actinides mineurs, eh bien, on se retrouve avec un temps de retour à la radioactivité, au niveau de la radioactivité naturelle, qui devient comparable à celui des produits de fission. Or, le point essentiel, c'est qu'évidemment, ces actinides mineurs qui sont actuellement une petite partie, mais gênante des déchets, eh bien, dans les réacteurs à neutrons rapides, on est capable de les brûler, de les consommer. Donc, ça fait en plus du combustible. Mais évidemment, les procédés de traitement doivent être un peu différents que ceux qui sont mis en œuvre actuellement, puisque actuellement, dans les trucs vitrifiés qui vont être enterrés à Bure, on n'a pas retiré ces actinides mineurs dont que j'évoquais avant. D'accord. Bon, donc ce point des déchets voilà, c'est ce que je voulais raconter rapidement. Alors ça, eh bien, je l'ai déjà raconté, donc je vais passer très vite. Oui, donc ça, en fait, c'est le point important pour résumer ce que j'ai dit avant, c'est que en fait, le combustible ne disparaît pas, mais on crée des nouveaux noyaux, etc., qui n'existent pas dans la nature, pour l'essentiel. Et donc parler du combustible, parler pour le nucléaire d'un combustible, c'est un peu une exagération, évidemment. Alors ça, je passe. En fait, tout simplement, retenez une chose, c'est que
Dans la nature, il n'y a que 2 éléments lourds qui permettent de produire, de fabriquer des réacteurs du combustible nucléaire. Il y a l'uranium, que tout le monde connaît, évidemment, c'est le cas actuel. Et la deuxième filière possible, c'est le thorium. Mais le thorium, c'est comme l'uranium 238, il n'existe pas d'isotope fissile. En revanche, le thorium, dans le mécanisme que j'évoquais avant des réacteurs à neutrons rapides, eh bien, on peut le transformer en un combustible, un nouveau combustible fissile, qui est de l'uranium 233. Cet uranium 233 n'existe pas dans la nature, mais il joue le rôle pour le cycle basé sur le thorium du plutonium 239 pour les réacteurs sur le cycle uranium. Donc, et du thorium, il y en a beaucoup. Donc, si on n'avait pas encore assez d'uranium appauvri pour alimenter des réacteurs à neutrons rapides, on peut encore tabler sur le thorium. Alors, entre parenthèses, les Chinois ont montré avec un petit réacteur expérimental 3 mégawatts, je crois, un petit truc, une broutille, un réacteur à sel fondu. Je vais vous expliquer en 3 minutes après comment ça fonctionne. Eh bien, ils ont démontré tout récemment que, eh bien, ça fonctionnait et que, à partir de thorium, ils étaient capables de fabriquer de l'uranium 233. Et donc, eh bien, ils ont maintenant un projet de construction d'un petit réacteur pour faire fonctionner, propulser un cargo porte-conteneur. Voilà. Alors, donc, je passe. Alors, donc, nous avons, en fait, donc, je passe. Donc, nous avons, même si on n'en parle pas trop, il y a quand même un forum international, et c'est pour ça, je voudrais juste mentionner ça pour expliquer ce que ça veut dire Génération 4. Génération 4, c'est donc tous des réacteurs des projets de réacteurs qui permettent d'aller au-delà du fonctionnement que j'ai évoqué avant et de ses limites en termes de soutenabilité, par exemple, des réacteurs actuels. Alors, je n'ai pas le temps de détailler, mais en gros, je vais juste mentionner les trois pistes qui sont à des degrés de maturité différents, mais qui permettent de justifier complètement le fait qu'on doit impérativement poursuivre la R&D sur la recherche et le développement sur ces filières si on veut résoudre notre problème d'approvisionnement en énergie. Alors, voilà. Donc, je n'ai pas le temps de détailler ça. Donc, en fait, il y a 2 grandes filières. Il y a la filière à combustible solide et la filière à combustible liquide. Alors, les combustibles solides, on connaît déjà. On avait une bonne avance en France. C'était le projet de la succession de Phénix, Super Phénix et d'Astrid. Donc, c'est des réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium. Et donc, ce projet Astrid a été arrêté. En principe, il n'est pas complètement arrêté. On sait pas trop. Mais en tout cas, il y a des projets portés par des startups qui reprennent cette filière, dont un projet qui est un projet où on remplace le plomb, le sodium par du plomb, parce que j'ai pas le temps de détailler les problèmes du sodium et de l'interaction avec l'eau, mais en tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles une société propose, comme l'ont fait les Russes d'ailleurs, un projet avec un refroidissement au plomb. Donc, j'ai pas le temps de détailler. Donc, ça, c'est le premier projet. La deuxième grande filière, c'est la filière avec les combustibles liquides. Et donc, là, en France, on avait aussi une avance, mais sur le papier, je dirais, puisque c'est des modélisations dans une équipe de Grenoble que je connais bien, sur les réacteurs dits à sel fondu. Donc là, c'est du combustible liquide parce que c'est du sel fondu. Donc, je n'ai pas le temps de vous expliquer en quoi ça consiste,
Mais là, on peut travailler soit avec le cycle sur le thorium, soit avec le cycle sur l'uranium, et à condition d'utiliser des sels, soit des fluorures, soit des chlorures. Donc ces projets sont actuellement en plein développement avec des démonstrateurs, non seulement en Chine, mais la compagnie fortement soutenue par Bill Gates, qui s'appelle TerraPower, a deux gros projets, dont un de réacteur à sel fondu et l'autre de réacteur refroidi à combustible solide refroidi au sodium. Donc il y a beaucoup de projets qui sont à des degrés de maturité différents. La filière à combustible solide est plus proche de la maturité, puisque évidemment en France on avait un réacteur qui marchait avec Superphénix. Mais c'est beaucoup plus proche de la maturité et j'espère que ça va redémarrer. Les réacteurs à sel fondu présentent énormément d'avantages que j'ai pas le temps de détailler. Et en tout cas, les Chinois montraient, alors il y a eu des premiers réacteurs qui ont été construits après la guerre aux États-Unis, mais on a déjà un petit retour d'expérience. Mais les Chinois actuellement sont eux qui sont les plus avancés dans les démonstrateurs que j'évoquais tout à l'heure. Et donc la question maintenant en France, il y a un certain nombre de projets dont j'espère qu'ils vont dépasser le niveau des startups et que ça va redémarrer. Alors, je vais mentionner pour terminer, parce que je crois que j'arrive au bout de mon temps. Oui, c'est bien, c'est parfait. Et donc je dis, effectivement, il faudra plus que des startups pour résoudre le problème et vraiment développer des filières qui soient capables d'être réellement développées à grande échelle et industrialisées. Alors je vais juste vous dire, voilà, un mot sur une troisième filière qu'il faut pas sous-estimer parce que elle est très très proche de la maturité industrielle. Et même si c'est pas des filières à neutrons rapides, donc ça ne résout pas vraiment le problème que j'évoquais tout à l'heure de l'épuisement du combustible. En revanche, ces réacteurs à haute température à combustible solide permettent de répondre très rapidement à ce besoin en chaleur qui est crucial. On n'a pas uniquement besoin d'électricité, mais aussi de chaleur pour des procédés industriels et pour des réseaux de chaleur. Et donc, ces réacteurs à haute température refroidis à l'hélium, donc c'est un procédé, une filière complètement différente de celle des réacteurs à eau pressurisée actuels, donc utilisent un combustible tout à fait original qu'on appelle triso et qui est constitué de petites microbilles entourées de carbure de carbone et de carbure de silicium qui font à peu près 1 millimètre de diamètre. Et ces microbilles sont plongées dans une matrice de graphite qui, pour le coup, joue le rôle effectivement de ralentisseur puisque ce ne sont pas des réacteurs à neutrons rapides, de modérateurs, pardon. Et donc, il y a plusieurs projets qui sont en développement et qui sont vraiment extrêmement intéressants. Il y a deux startups en France, il y a Jimmy et il y a Blue Capsule, Jimmy a eu quelques difficultés de financement, mais je sais pas trop où ça va. Ils avaient un projet vraiment intéressant pour produire installer un petit réacteur au de Bazancourt, dans la Marne. Et il y a d'autres projets, évidemment. Et ce qui est tout à fait intéressant et important, que je dois mentionner maintenant, c'est que toutes ces nouvelles filières doivent reposer sur une mise en place de production et de recyclage du combustible qui est absolument essentiel. Et donc en particulier, cette filière ce combustible triso est en plein essor, puisqu'il y a des accords qui ont été noués tout récemment entre Orano et Framatome
pour fabriquer ce combustible triso pour les besoins au niveau international, donc des contrats avec des entreprises américaines notamment, pour fabriquer ce combustible qui est crucial si on veut, ce qui est prévu, pouvoir mettre en œuvre ce type de réacteur halogène à la fin d'ici avant 2030. Et donc c'est tout à fait possible, mais il faut évidemment alimenter à un niveau suffisant la filière de combustible. Voilà. Donc je pense que je vais conclure. Et donc je vais conclure directement avec ma page de conclusion. J'avais beaucoup de choses. Vous pourrez naturellement disposer de toutes les slides et avoir les détails. Bon. Oui. Alors, attendez. Je termine. Je peux pas incrémenter plus vite. Voilà. Bon, il y avait beaucoup de slides, hein, mais j'espère que en expliquant comme ça, je vous ai... Voilà. Donc, ça il y a 2 pages de conclusion, mais donc je vais pas revenir sur ce que j'ai dit, répéter ce que j'ai dit avant, mais donc il y a le gros avantage, c'est la disponibilité du combustible avec ces nouveaux réacteurs qui seraient garantis pour plusieurs milliers d'années, et d'autre part beaucoup moins de production de déchets à longue durée de vie, même si on est capable de les brûler au fur et à mesure. Voilà. Et donc voilà la conclusion des conclusions. Donc, il faut absolument déployer ces réacteurs pour qu'on puisse à la fois produire de la chaleur pour les procédés industriels ou pour les réseaux de chaleur, pour assurer, ça c'est un point clé, assurer la flexibilité de sources pilotables d'électricité décarbonée. Et un point sur lequel j'ai pas du tout insisté, mais que je dois mentionner impérativement maintenant, c'est que il faut pas imaginer, comme certains le pensent trop naïvement, que on va développer une nouvelle filière parce que la précédente filière est pourrie et qu'elle est trop dangereuse. Et comme même raisonnement par rapport à la fusion, par rapport à la fission, il s'agit au contraire de bien comprendre que on ne pourra faire fonctionner ces nouveaux réacteurs à neutrons rapides qu'à la condition que ça soit parfaitement complémentaire d'une filière de réacteurs à eau pressurisée tels que ceux que nous avons actuellement ou qui vont être construits, qui vont, eux, nous fournir au cours de leur fonctionnement le plutonium qui va être nécessaire pour démarrer, pour faire fonctionner ces réacteurs à neutrons rapides. Donc en fait, il y a une complémentarité absolue qui est très importante, c'est que les réacteurs actuels, ils sont parfaits pour faire fonctionner en base, pour le fonctionnement en base du réseau électrique. Et actuellement d'ailleurs, on veut leur faire jouer le rôle de flexibilité qui n'est pas le leur, pour gérer l'intermittence des renouvelables. Non, il faut au contraire qu'on a besoin de ces réacteurs type EPR pour produire l'électricité en base, de façon stable, et l'avantage est de produire le combustible qui va nous permettre de produire et de faire fonctionner ces nouveaux réacteurs de 4e génération, dont surtout ceux à neutrons rapides, qui vont assurer à la fois une mission importante d'apport de flexibilité dans le réseau électrique et d'autre part de production de chaleur pour faire fonctionner des procédés industriels ou les réseaux de chauffage, puisqu'on a vraiment impérativement besoin de chaleur. Voilà, merci. Bon, merci Gérard pour cet exposé qui malheureusement doit être écourté, mais il aurait fallu beaucoup de temps pour expliquer ces réacteurs à neutrons rapides.
Je vais simplement prendre deux questions. Est-ce que quelqu'un veut poser une question sur cette... Oui, une question, Jean-Dominique. Je voudrais d'abord remercier nos deux orateurs, même si la combinaison des deux communications n'a pas été optimale en termes de timing. Moi, j'ai appris plein de choses. Et je trouve que c'était excellent et extrêmement complémentaire. Mais on voit bien qu'il y a une compétition fusion-fission. Bon, que la fission n'a pas donné son dernier mot puisqu'il y a ces deux troncs rapides. Mais en termes d'objectifs de réalisation, si on prend l'exemple de la France, on voit qu'elle est engagée dans le domaine de la fission avec les réacteurs à neutrons rapides, on voit qu'elle est engagée dans le domaine de la fusion, mais est-ce que vous pouvez nous détailler un peu la prospective en termes d'investissement et de réalisation? Brièvement. Moi, je pense qu'il... 30 secondes pour répondre. Moi, je pense que ce qu'il faut absolument et qui manque cruellement dans les réflexions politiques actuelles, c'est la prise en compte de cette question de temporalité, c'est-à-dire la durée de développement nécessaire pour les différentes technologies. Je pense qu'on a impérativement besoin de développer les recherches sur la fission et sur la fusion. Et je parle pas du reste, mais il faut bien comprendre que il y a une question de temporalité. On peut pas mettre toutes les billes dans une recherche qui est très loin encore de la maturité industrielle et ne plus rien financer dans ce qui est presque mature. De la même façon que c'est un peu ce qui s'est passé d'ailleurs malheureusement pour les deux filières à sel fondu et à combustible solide, refroidissement sodium pour les neutrons rapides, c'est que les pouvoirs publics en France n'ont financé que la filière sodium et la filière sel fondu n'a pas été, elle est restée dans le domaine de la recherche académique au CNRS à Grenoble. Alors que on aurait pu très bien construire un démonstrateur qui n'a jamais été construit. Et là, on aurait eu beaucoup plus d'opportunités pour la suite. Et la fusion. Bien. Oui. Alors, que ce soit fission ou fusion, les recherches, elles ne sont pas menées que par des pays isolés, elles sont menées par des consortiums de pays. Et en Europe, notamment, il y a Euratom qui contrôle et qui finance ces recherches-là. Alors, il y a, au niveau européen et français, il y a davantage d'argent dans la fission que dans la fusion. Mais en fusion, ce qui est très dynamique, c'est vraiment l'émergence de ces startups qui permettent de bénéficier de financements publics-privés. Et donc, je peux pas vous donner de ratios, je les ai pas, je les connais pas. Mais voilà, je pense qu'il faut financer les deux. De toute façon, c'est vrai que la fission de 4e génération va arriver avant la fusion, très probablement. Mais voilà, c'est un travail... C'est une œuvre collective qui implique beaucoup de pays. En fusion, il y a un historique de collaboration entre plein de pays. Et en additionnant ces financements publics, qui sont maintenant inférieurs aux financements privés, on va finir par y arriver. Mais je peux pas vous donner de temporalité, on en a déjà parlé tout à l'heure. Donc l'Europe continuera d'exister entre la Chine et les USA, c'est ça? Oui, mais actuellement, on est quand même un peu on est en train de prendre du retard. Voilà. Actuellement, on est moins, ces recherches sont moins financées que en Chine et aux USA.